Bonjour et bienvenue au rendez-vous lecture sous l'arbre à palabres. Je vous propose la lecture du roman Une si longue lettre de Mariam Abba. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour le prochain chapitre. Bonne écoute. Chapitre 15. Aïssatou, mon ami, il n'y a pas de comparaison possible entre la petite Nabou et toi, je te l'ai dit. Mais je reconnais aussi qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la petite Nabou et Binetou. La petite Nabou avait grandi à côté de sa tante qui lui avait assigné comme épouse son fils Mado. Mado avait donc peuplé les rêves d'adolescence de la petite Nabou. Habituée à le voir, elle s'était laissée entraîner naturellement vers lui, sans choc. Ses cheveux grisonnants ne l'offusquaient pas, ses traits épaissis étaient rassurants pour elle, et puis elle aimait et aime encore Mado, même si leurs préoccupations ne véhiculent pas toujours le même contenu. L'empreinte de l'école n'avait pas été forte en la petite Nabou, précédée et dominée par la force de caractère de tante Nabou, qui, dans sa rage de vengeance, n'avait rien laissé au hasard dans l'éducation qu'elle avait donnée à sa nièce. C'était surtout par les contes, pendant les veillées à la belle étoile, que tante Nabou avait exercé son emprise sur l'âme de la petite Nabou. Sa voix expressive glorifiait la violence justifière du guerrier, sa voix expressive plaignait l'inquiétude de l'aimer, toute de soumission. Elle saluait le courage des téméraires, elle stigmatisait la ruse, la paresse, la calomnie, elle réclamait sollicitude pour l'orphelin et respect pour la vieillesse. Mise en scène d'animaux, chansons nostalgiques tenaient haletante la petite Nabou, et lentement, sûrement, par la ténacité de la répétition, s'insinuaient en cet enfant les vertus et la grandeur d'une race. Cette éducation orale, facilement assimilée, pleine de charme, a le pouvoir de déclencher de bons réflexes dans une conscience adulte forgée à son contact. Douceur et générosité, docilité et politesse, savoir-faire et savoir-parler rendaient agréable la petite Nabou. Mièvre la jugeait en haussant les épaules Mado. Et puis, la petite Nabou exerçait un métier. Elle n'avait point de temps pour des états d'âme. Responsable de service de garde rapproché à la maternité du repos Mandel, au débouché de quartiers périphériques peuplés et démunis, elle accomplissait à longueur de journée maintes fois les gestes libérateurs de vie. Les bébés passaient et repassaient entre ses mains expertes. Elle revenait de son travail harassée, pestant contre le manque de lits qui renvoyait trop tôt à son gré les accouchés à leur domicile, butait contre le manque de personnel, d'instruments adéquats, de médicaments. Elle s'émouvait, le bébé est fragile et lâché trop tôt dans un milieu social où l'hygiène manque. Elle pensait à la grande mortalité infantile que des nuits de veille et de dévouement ne font point regresser. Elle songeait. Passionnante aventure que de faire d'un bébé un homme sain. Mais combien de mères la réussissent? Au cœur de la vie, au cœur de la misère, au cœur des laideurs, la petite Nabou triomphait, souvent avec son savoir et son expérience, mais elle connaissait parfois des échecs cuisants. Elle restait impuissante devant la force de la mort. Responsable et consciente, la petite Nabou, comme toi, comme moi, si elle n'est pas mon amie, nos préoccupations se rejoignaient souvent. Elle trouvait dur de vivre et lutteuse, elle n'était point portée vers les frivolités. Quant à Binetou, elle a grandi en toute liberté dans un milieu où la survie commande. Sa mère était plus préoccupée de faire bouillir la marmite que d'éducation. Belle, enjouée, bon cœur, intelligente, Binetou, qui avait accès à beaucoup de familles aisées où évoluaient ses amis, avait une conscience aiguë de ce qu'elle immolait dans son mariage. Victime, elle se voulait oppresseur. Exilée dans le monde des adultes qui n'était pas le sien, elle voulait sa prison dorée. Exigeante, elle tourmentait. Vendue, elle élevait chaque jour sa valeur. Ses renoncements qui étaient jadis la sève de sa vie et qu'elle énumérait avec amertume réclamaient des compassions exorbitantes
que Modou s'exténuait à satisfaire. Me parvenaient amplifiés ou amputés selon le visiteur les échos de leur vie. La séduction de l'âge mûr, les tempes poivre et sel étaient inconnus de Binettou, et Modou teignait mensuellement ses cheveux. La taille douloureuse prise dans ses pantalons qui n'étaient plus de mode, Binettou ne manquait jamais l'occasion d'en rire méchamment. Modou s'essoufflait à emprisonner une jeunesse déclinante qui le fuyait de partout, pointe disgracieuse d'un double menton, démarche hésitante et lourde au moindre souffle frais. La grâce et la beauté l'environnaient. Il avait peur de décevoir et pour qu'on n'eût pas le temps de l'observer, il créait tous les jours des fêtes où la charmante enfant évoluait, elfe aux bras fins faisant d'un rire le beau temps ou d'une moue la tristesse. On parlait d'ensorcellement, des amis avec conviction me suppliaient de réagir, tu laisses à une autre le fruit de ton labeur. Elles indiquaient avec véhémence des marabouts à la science sûre qui avaient fait leurs preuves, ramenant leur époux à son foyer, éloignant la femme perverse. Suivre ces exhortations aurait été me remettre en question. Je me reprochais déjà une faiblesse qui n'avait pas empêché la dégradation de mon foyer. Devais-je me renier parce que Modou avait choisi une autre voie? Non, je ne cédais pas aux sollicitations. Ma raison et ma foi rejetaient les pouvoirs surnaturels. Elles rejetaient cette attraction facile qui annihile toute volonté de lutte. Je regardais en face la réalité. La réalité avait le visage de dame belle-mère qui avalait des bouchées doubles au râtelier qu'on lui offrait. Ses pressentiments d'un mode de vie doré s'accomplissaient. Sa baraque branlante tapissée de zinc et de couvertures de revues où se côtoyaient pin-up et publicité était estampée dans son souvenir. Un geste dans sa salle de bain et l'eau chaude massait son dos en jet délicieux. Un geste dans la cuisine et des glaçons refroidissant l'eau de son verre. Un autre geste, une flamme jaillissait du fourneau à gaz, elle se préparait une délicieuse omelette. Première femme, naguère négligée, dame Belbert, émergeait de l'ombre et reprenait en main son époux infidèle. Elle avait des atouts appréciables, criades, poulets rôtis et pourquoi pas des billets de banque glissés dans la poche du boubou, suspendus au porte-manteau de la chambre à coucher. Elle ne comptait plus, comme naguère, pour économiser le prix des estagnons d'eau achetés au tout couleur, vendeur ambulant du liquide vital, puisé aux fontaines publiques. Elle jouissait de son bonheur neuf, en connaissance de la misère. Modou répondait à son attente, il lui envoyait prévenant des liasses de billets à dépenser et lui offrait, lors de voyages à l'extérieur, des bijoux et de riches boubous. Dès lors, elle accéda à la catégorie des femmes aux bracelets lourds, chantés par les griots. Extasiée, elle écoutait la radio transmettre des hymnes qui lui étaient dédiés. Sa famille lui réservait la meilleure place dans les cérémonies et écoutait ses conseils. Quand la longue voiture de Modou la déposait et qu'elle apparaissait, c'était vers elle une ruée de mains tendues où elle déposait des billets de banque. La réalité était aussi Binettou qui allait de night-club en night-club. Elle arrivait, drapée dans une longue robe coûteuse, une ceinture en or, cadeau de Modou à la naissance de leur premier enfant, étincelait à sa taille. Ses chaussures martelaient le sol pour signaler sa présence. Les serveurs s'écartaient et s'inclinaient, respectueux dans l'espérance d'un pourboire royal. D'un regard méprisant, elle toisait ceux qui étaient déjà installés. Sa moue d'enfant gâté indiquait à Modou la table choisie. D'un geste comme une magicienne, elle faisait aligner diverses bouteilles. Elle se montrait aux jeunes et désirait leur imposer sa forme de réussite. Incontestablement belle et désirable, Binettou, envoûtante, reconnaissait-on. Mais l'instant d'admiration passé, c'est elle qui baissait la tête à la vue des couples parés de leur seule jeunesse et riches de leur seul bonheur. La musique enlacée et désunissait les couples, tantôt lente et enjôleuse, tantôt trépidante et endiablée.
Quand la trompette éclatait, soutenue par la frénésie du tam-tam, les jeunes danseurs excités et infatigables trépignaient, sautaient, cabriolaient, hurlaient leur joie. Modou s'efforçait de suivre. Les lumières crues le livraient au sarcasme impitoyable de certains qui le taxaient de loup dans la bergerie. Qu'importait, il avait Binettou dans ses bras, il était heureux. Épuisé, Binettou regardait d'un œil désabusé évoluer ses camarades. L'image de sa vie qu'elle avait assassinée lui crevait le cœur. Daba aussi fréquentait parfois des nightclubs malgré mes remontrances. Vêtue sans recherche, elle paraissait suspendue au bras de son fiancé. Elle arrivait très tard, à dessein pour s'installer bien en vue de son père. C'était un face-à-face gros texte. D'un côté un couple disparate, de l'autre deux êtres assortis. À la soirée couvait une extrême tension qui opposait deux anciennes amies, un père à sa fille, un gendre à son beau-père. Chapitre 16. Je survivais. En plus de mes anciennes charges, j'assumais celles de Modou. L'achat des denrées alimentaires de base me mobilisait toutes les fins de mois. Je me débrouillais pour n'être pas à court de tomates ou d'huile, de pommes de terre ou d'oignons aux périodes où ils se raréfiaient sur les marchés. J'emmagasinais des sacs de riz Siam dont les Sénégalaises raffolent. Mon cerveau s'exerçait à une nouvelle gymnastique financière. Les dates extrêmes de paiement des factures d'électricité ou d'eau sollicitaient mon attention. J'étais souvent la seule femme dans une file d'attente. Remplacer serrures et loquer des portes détraquées, remplacer les vitres cassées était ennuyeux autant que la recherche d'un plombier pour secourir les lavabos bouchés. Mon fils Madophal rouspectait pour le remplacement des ampoules brûlées. Je survivais. Je me débarrassais de ma timidité pour affronter seule les salles de cinéma. Je m'asseyais à ma place avec de moins en moins de gêne au fil des mois. On dévisageait la femme mûre sans compagnon. Je feignais l'indifférence alors que la colère martelait mes nerfs et que mes larmes retenues embuaient mes yeux. Je mesurais au regard étonné la minceur de la liberté accordée à la femme. Les séances de matinée au cinéma me comblaient. Elles me donnaient le courage d'affronter la curiosité des uns et des autres. Elles ne m'éloignaient pas longtemps de mes enfants. Le cinéma, quel dérivatif puissant à l'angoisse. Films intellectuels, à thèse, films sentimentaux, films policiers, films drôles, films à suspense furent mes compagnons. Je puisais en eux des leçons de grandeur, de courage et de persévérance. Ils approfondissaient et élargissaient ma vision du monde grâce à leur apport culturel. J'oubliais mes tourments en partageant ceux d'autrui. Le cinéma, distraction peu coûteuse, peut donc procurer une joie saine. Je survivais. Plus je réfléchissais, plus je savais, gré à Modou, d'avoir coupé tout contact. J'avais la solution souhaitée par mes enfants, la rupture, sans en avoir pris l'initiative. Le mensonge n'était pas installé. Modou me rejetait de sa vie et le prouvait par son attitude sans équivoque. Que font d'autres époux? Ils pataugent dans l'indécision, ils s'imposent une présence là où il ne réside plus leurs sentiments et leurs intérêts. Rien ne les ébranle dans leur foyer. La femme paraît, le fils plaint dès l'entendre, le repas servi agréablement. Il reste de marbre, il ne souhaite que la valse rapide des heures. La nuit, prétextant fatigue ou maladie, il ronfle profondément, comme il salue avec empressement le jour libérateur qui met fin à leur calvaire. Je n'étais donc pas trompée, je n'intéressais plus Modou et je le savais. J'étais abandonnée, une feuille qui voltige, mais qu'aucune main n'ose ramasser, aurait dit ma grand-mère. Je faisais face vaillamment, j'accomplissais mes tâches, elle meublait le temps et canalisait mes pensées, mais le soir, ma solitude émergeait, pesante. On ne défait pas aisément les liens tenus qui ligaturent deux êtres le long d'un parcours jalonné d'épreuves. J'en faisais l'expérience, exhumant des scènes, des conversations. Les habitudes communes ressurgissaient à leurs heures.
me manquaient atrocement nos causeries nocturnes, me manquaient nos éclats de rire délaissant aux complices, me manquaient comme de l'opium nos mises au point quotidiennes. Je me mesurais aux ombres, l'errance de ma pensée chassait tout sommeil. Je contournais mon mal sans vouloir le combattre. La continuité des émissions radiophoniques me secourait. J'assignais à la radio un rôle consolateur. Des mélodies nocturnes berçaient mon anxiété. J'entendais les messages des chants anciens et nouveaux qui réveillaient l'espoir. Ma tristesse s'éparpillait. J'appelais ardemment de toutes mes forces disponibles un autre qui remplacerait Modou. Des réveils pénibles succédaient aux nuits, l'amour maternel me soutenait, pilier, je devais aide et affection. Modou mesurait-il à son exorbitante proportion le vide de sa place dans cette maison? Modou me donnait-il des forces supérieures aux miennes pour épauler mes enfants? Je prenais un temps joué pour réveiller mon bataillon. Le café chauffait et embumait l'atmosphère. Les bains moussés, les rires et les taquineries fusaient. Une nouvelle journée et des efforts accrus. Une nouvelle journée et attendre. Attendre quoi? Mes enfants accepteraient difficilement une autre présence masculine. Leur père condamné pourrait-il être tolérant pour un autre? Quel homme d'ailleurs aurait le courage d'affronter 12 paires d'yeux hostiles qui vous décortiquent sans ménagement? Attendre. Mais attendre quoi? Je n'étais pas divorcée. J'ai été abandonnée, une feuille qui voltige mais qu'aucune main n'ose ramasser. Je survivais. Je connus la rareté des moyens de transport en commun. Mes enfants faisaient en riant ce dur apprentissage. J'entendis un jour d'Abba leur conseiller. Surtout ne dites pas à maman que l'on étouffe dans les cars, aux heures de pointe. Je pleurais de joie et de tristesse mêlée, joie d'être aimée de mes enfants, tristesse d'une mère qui n'avait pas les moyens de changer le cours des choses. Je te contais alors sans arrière-pensée cet aspect pénible de notre vie, tandis que la voiture de Modou promenait dame belle-mère aux quatre coins de la ville et que Binettou sillonnait les routes avec une Alfa Romeo, tantôt blanche, tantôt rouge. Je n'oublierai jamais ta réaction, toi, ma sœur. Je n'oublierai jamais la joie et la surprise qui furent miennes lorsque, convoqué chez le concessionnaire de Fiat, on me dit de choisir une voiture que tu te chargeais de payer intégralement. Mes enfants poussèrent des cris joyeux en apprenant la fin proche de leur calvaire qui reste le lot quotidien de bien d'autres élèves. L'amitié a des grandeurs inconnues de l'amour. Elle se fortifie dans les difficultés alors que les contraintes massacrent l'amour. Elle résiste au temps qui lasse et désunit les couples. Elle a des évélations inconnues de l'amour. Tu m'as porté en aide des privations, toi, la bijoutière. Et j'appris à conduire, domptant ma peur. Cette place étroite entre le volant et le siège fut mienne. L'embrayage aplati fit glisser les vitesses, le frein ralentit l'élan, et pour foncer, il faut appuyer sur l'accélérateur. Je me méfiais de l'accélérateur. À la moindre pression des pieds, la voiture s'est lancée. Mes pieds apprirent à danser au-dessus des pédales. Je me disais au moment de découragement, pourquoi cette Binettou au volant et pas moi? Je me disais, ne pas décevoir Aïssatou. Je gagnais cette bataille des nerfs et du sang-froid. Je décrochais mon permis de conduire et te mis au courant. Je te disais, et maintenant, mes enfants sur le siège arrière de la Fiat 125 couleur crème, grâce à toi, mes enfants peuvent toiser l'opulence belle-mère et la frêle enfant dans les rues de la ville. Modou, surpris, incrédule, enquêtait sur la provenance de la voiture. Il n'accepta jamais sa véritable histoire. Il croyait, lui aussi, comme la mère de Modou, qu'une bijoutière n'a pas de cœur. Chapitre 17. Je souffle. J'ai raconté d'un trait ton histoire et la mienne. J'ai dit l'essentiel, car la douleur, même ancienne, fait les mêmes lacérations dans l'individu quand on l'évoque. Ta déception fut la mienne, comme mon reniement fut le tien. Pardonne-moi encore si j'ai remué ta plaie. La mienne saigne toujours. Tu me diras, la vie n'est pas lisse, on y bute sur des aspérités. Je sais aussi, nul mariage n'est lisse.
Il reflète les différences de caractère et de potentiel sentimental. Dans tel couple, l'homme est victime d'une volage ou d'une femme emmurée dans ses préoccupations propres qui refuse tout dialogue et brise tout élan de tendresse. Dans tel autre, l'alcoolisme et la lèpre qui rongent santé, avoir, paix. Il met en scène le dérèglement de l'individu qu'il détruit dans des spectacles grotesques qui sapent la dignité, dans des drames où les coups de poing sont des arguments solides et la lame menaçante d'un couteau un appel infaillible au silence. Ici règne l'appât du gain facile, joueur incorrigible des tapis verts ou assis à l'ombre d'un arbre. Atmosphère surchauffée de salles pleines de senteurs démoniaques, visage cripsé des joueurs tendus, la valse satanique des cartes engloutit tant, bien, conscience, et ne s'arrête qu'avec le dernier souffle de celui qui a pris l'habitude de les battre. J'essaie de cerner mes fautes dans l'échec de mon mariage. J'ai donné sans compter, donné plus que je n'ai reçu. Je suis de celles qui ne peuvent se réaliser et s'épanouir que dans le couple. Je n'ai jamais conçu le bonheur hors du couple, tout en te comprenant, tout en respectant le choix des femmes libres. J'ai aimé ma maison, tu peux témoigner que j'en ai fait un havre de paix où toute chose a sa place, créer une symphonie harmonieuse de couleurs. Tu connais ma sensibilité, l'immense amour que je vouais à Modou. Je peux témoigner que, mobilisé nuit et jour à son service, je dévançais ses moindres désirs. J'ai composé avec sa famille, malgré sa désertion de notre foyer, son père et sa mère, Tamsir, son frère, me fréquentaient toujours, ainsi que ses sœurs. Mes enfants aussi grandissaient sans histoire. Leur succès scolaire était ma fierté, autant de lauriers jetés aux pieds de mon Seigneur. Et Modou n'était pas prisonnier. Il usait de son temps comme il le voulait. Je comprenais fort bien son envie de défoulement. Il se réalisait au dehors comme il le souhaitait dans ses activités syndicales. J'essaie de traquer les faiblesses de ma conduite. Ma vie sociale aurait pu être tumultueuse et porter ombrage à Modou dans son destin syndical. Un homme trompé et bafoué par sa famille peut-il en imposer à d'autres? Un homme dont la femme fait mal son travail peut-il sans honte réclamer une juste rétribution du labeur? L'agressivité et la condescence d'une femme canalisent vers son époux le mépris et la haine que sa conduite engendre. Avenante, elle peut rassembler sans aucune idéologie des soutiens pour une action. Pour tout dire, la réussite de chaque homme est assise sur un support féminin. Et je m'interroge. Pourquoi? Pourquoi Modou s'est-il détaché? Pourquoi a-t-il introduit Binettou entre nous? Tu répondras logique, les inclinations naissent de rien. Parfois une grimace, un port de tête séduisent un cœur et le garde. Je m'interroge, ma vérité est que, malgré tout, je reste fidèle à l'amour de ma jeunesse. Aïssatou, je pleure Modou et je n'y peux rien. Chapitre 18. J'ai célébré hier comme il se doit le 40e jour de la mort de Modou. Je lui ai pardonné. Que Dieu exauce les prières que je formule quotidiennement pour lui. J'ai célébré le 40e jour dans le recueillement. Des initiés ont lu le Coran. Leurs voix ferventes sont montées vers le ciel. Il faut que Dieu t'accueille parmi ses élus. Modou Fall. Après les actes de piété, Tamsir est venu s'asseoir dans ma chambre, dans le fauteuil bleu où tu te plaisais. En penchant sa tête au dehors, il a fait signe à Mado. Il a aussi fait signe à l'imam de la mosquée de son quartier. L'imam et Mado l'ont rejoint. Tamsir parle cette fois, ressemblance saisissante entre Modou et Tamsir. Même tic de l'inexplicable loi de l'hérédité, Tamsir parle, plein d'assurance. Il invoque encore mes années de mariage, puis conclut. Après ta sortie, sous-entendu du deuil, je t'épouse. Tu me conviens comme femme et puis tu continueras à habiter ici, comme si Modou n'était pas mort. En général, c'est le petit frère qui hérite de l'épouse laissée par son aîné. Ici, c'est le contraire. Tu es ma chance. Je t'épouse. Je te préfère à l'autre trop légère, trop jeune.
j'avais déconseillé ce mariage à Modou. Quelle déclaration d'amour pleine de fatuité dans une maison que le deuil n'a pas encore quittée. Quelle assurance et quel aplomb tranquille. Je regarde Tamsir droit dans les yeux, je regarde Modo, je regarde l'imam, je serre mon châle noir, j'égrène mon chapelet. Cette fois, je parlerai. Ma voix connaît 30 années de silence, 30 années de brimade. Elle éclate, violente, tantôt sarcastique, tantôt méprisante. As-tu jamais eu de l'affection pour ton frère? Tu veux déjà construire un foyer neuf sur un cadavre chaud, alors que l'on prie pour Modou. Tu penses à tes futures noces. Ah oui, ton calcul, c'est devancer tout prétendant possible, devancer Modo, l'ami fidèle qui a plus d'atouts que toi et qui, également selon les coutumes, peut hériter de la femme. Tu oublies que j'ai un cœur, une raison, que je ne suis pas un objet, que l'on ne se passe de main en main. Tu ignores ce que se marier signifie pour moi. C'est un acte de foi et d'amour, un don total de soi à l'être que l'on a choisi et qui vous a choisi. J'insistais sur le mot choisi. Et tes femmes, Tamsir, ton revenu ne couvre ni leurs besoins ni ceux de tes dizaines d'enfants. Pour te suppléer dans tes devoirs financiers, l'une de tes épouses fait des travaux de teinturerie, l'autre vend des fruits, la troisième inlassablement tourne la manivelle de sa machine à coudre. Toi, tu te prélasses en seigneur vénéré, obéis au doigt et à l'œil. Je ne serai jamais le complément de ta collection. Ma maison ne sera jamais pour toi l'oasis convoitée. Pas de charges supplémentaires. Tous les jours, je serai de Tours. Tu seras ici dans la propreté et le luxe, dans l'abondance et le calme. Et puis, il y a Daba et son mari qui ont montré leur capacité financière en rachetant tous les biens de ton frère. Quelle promotion! Tes amis loucheront vers toi avec envie. Modo me faisait signe de la main. Tais-toi, tais-toi, arrête, arrête. Mais on n'arrête pas une furie en marche. Je conclus, plus violente que jamais. Tamsir, vomis tes rêves de conquérant. Ils ont duré 4 jours. Je ne serai jamais ta femme. L'imam prenait Dieu à témoin. Quelle parole profane et dans des habits de deuil. Sans un mot, Tamsir se leva. Il comprenait bien sa défaite. Je prenais ainsi ma revanche sur un autre jour où tous les trois m'avaient annoncé avec désinvolture le mariage de Modou Fall avec Binettou.